C'est bon? Ouais. Bien, bonsoir à tous. On procède à l'appel des élus. Gérard Valli présent. Gérard Mathieu. Ordonnable Martine. Procuration Zampé Joséphine. Boussaba Mohamed. Cavalieri Doro Patricia. Robin Philippe. Non, pardon. C'est des Castro Patrick et procuration Robin Philippe. De la Voix Martine. Duprat Monique. Elias Manuel. Gage Gabriel. Gallet Didier. Galli Gislaine. Lava Chantal. Ouaro Tati. Souris Younes. Massacrier Joël. Mélina Annick. Olivera Eric. Pontier Philippe. Frader Nathalie. Donc Robin Philippe présent. Sans Gérard. Scapin Patrice. Tatiboué Pascal. Vincent Daniel. Thierry Marie. Rosen Nadia a donné pouvoir à Elias Manuel et Zampé Joséphine. Bien, je vous propose Cathy Auro comme secrétaire de séance. Sur les procès-verbaux, donc on a corrigé, Mme Cavalier-Godot, les procès-verbaux des 3 et 24 juin. Sur le procès-verbal du 22 juillet, y a-t-il des remarques? Non? Alors donc je le suppose adopté à l'unanimité. Vous avez une autre question, M. Gallet? Sur le procès-verbal? Pas sur le compte rendu, sur les adoptions de compte rendu. Effectivement, je ne suis pas sûr qu'il faille les voter, les adoptions des comptes rendus, sauf si le règlement du conseil municipal le prévoit. Je ne vois pas en quoi ça gêne qu'on les évoque. Non, mais... Vous parlez pour rire, pour le plaisir de parler. Je vous remercie. Les décisions que j'ai prises dans le cadre donc, de l'article L2-2122-22 du CGCT, donc d'abord pour la restauration des sièges du cinéma remontant en taxe de 6 454 €, avec l'entreprise Coracin, donc sur le plomberie,
pour une moins-value de 1 456,40 €. Puis ensuite, une plus-value de 12 589,76 €. Sur encore la modification du marché de travaux relatifs à l'accessibilité aux hôtels de ville sur le gros œuvre, donc l'entreprise Caner, pour un montant de 38 982,54 €. Ces montants ont été vus par la commission MAPA, déjà. La gratuité de la restauration scolaire, ensuite, donc, et du périscolaire pendant la période après Covid, donc, après confinement. Ensuite, le contrat de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des locaux de l'ancienne gendarmerie à la société ICP pour un montant de 25 600 €. Et enfin, la conclusion d'un bail de location rue Musola pour M. Viviès suite au décès de son colocataire, M. Jeu. Des questions. Voilà. Non, c'est pas une question, monsieur Azéma, je voulais simplement vous remercier. Ah, pardon. Le micro. Il ne s'allume pas. Hein. Si, vous allumez sur le côté, une fois, et après vous appuyez. Voilà. Ben, il ne s'allume toujours pas. Ça y est. Non. Non, il est off. C'est bon. Là, c'est bon. Et il est bon. Ouf, excusez-moi. Donc, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, je m'étais occupée de cette affaire de M. Jeu et de M. Viviès à l'époque où j'étais aux affaires. Et donc, j'avais tout fait pour qu'on réhabilite ce logement, pour leur donner la possibilité d'y vivre quand on a fait l'évacuation du camping. Et donc, je voulais vous remercier de cette excellente mesure parce que c'est vrai qu'ils n'auraient pas pu payer plus que ça, connaissant l'affaire. Et j'en suis ravie parce que je l'avais rencontré en période préélectorale et je suis ravie et je vous en remercie. Voilà. C'était le but de mon intervention. D'accord, merci. Il y a d'autres remarques? Non? Alors on passe au point numéro 1. Il s'agit du projet photovoltaïque avec EDF Énergie Nouvelle. Et donc je vais passer la parole à M. Le Camus qui va donc, je fais si vous voulez une interruption de séance. Interruption de séance, je passe la parole à M. Le Camus qui va vous expliquer donc, le projet. Excusez-moi. Est-ce que je peux intervenir 2 petites minutes? Tu peux intervenir, ça. Oui, c'est un projet de l'ancienne municipalité avant 2018 auquel on a apporté notre touche, notre patte, qui est de travailler dans la concertation. Donc il y a eu beaucoup de multiples réunions avec l'Adréal, EDF Renouvelable, IDE qui est le cabinet de bureau d'études EDF, et nos services et les élus, ce qui a permis de lever pas mal de difficultés. Et je voulais remercier à cet égard l'implication des services dans cette négociation. Merci. Monsieur, prenez l'autre, parce que celui-là, c'est le chef. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je me présente, je m'appelle Yann Le Camus, je suis chef de projet chez EDF Renouvelable. Donc, je suis en charge du développement du projet photovoltaïque d'Autrive. Je suis aujourd'hui ici à la demande de Monsieur le maire notamment, dans le cadre d'une convention que l'on souhaiterait signer, convention qui est accompagnée d'un avenant à la promesse de bail qui avait été signée elle-même en 2017 avec la mairie précédente. Voilà, je vais vous faire un petit... l'idée n'était pas de présenter le projet dans son intégralité, c'était pas le but à l'origine, c'est de refaire un petit point un petit peu sur le contexte électrique en France très rapidement, de même que présenter la société EDF Renouvelable, et ensuite présenter le site sur lequel on développe le projet et l'historique un petit peu de ce projet, comment il est venu, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées et qu'est-ce qui amène en fait à ce projet de convention et d'avenant à la promesse de bail. Bon, du coup, alors, le contexte électrique en France. Donc aujourd'hui, on s'inscrit dans le cadre de la loi de transition énergétique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vise en fait comme objectif de passer à 40% d'électricité renouvelable d'ici à 2030. Dans le cadre de la PPE, donc Programmation pluriannuelle de l'énergie,
il y a des ambitions qui sont affichées de multiplier par 5 le photovoltaïque en France. Donc ça correspond à les installations dites au sol, donc, comme celles dont on va parler, de même que les toitures et aussi tout ce qui est ombrière de parking. Donc c'est le photovoltaïque dans sa globalité. Aujourd'hui, à décembre 2019, on est à un peu plus de 9 gigawatts aujourd'hui d'installation photovoltaïque totale en France. Sachant que voilà, les ambitions, la trajectoire pour 2019-2023, c'est de passer à 20 gigawatts. Donc on fait plus que doubler sur ce volume-là. Et pour 2024 à 2028, les objectifs sont fixés entre 36 et 44 gigawatts de production d'énergie solaire. Plus spécifiquement sur la région Occitanie, donc dans le contexte en Occitanie, la région Occitanie a mis en place un projet qui c'est le REPOS, c'est la région à énergie positive, et elle voit pour elle donc, les objectifs de la région sur le solaire, c'est de multiplier par 5 d'ici 2030 et par 11 d'ici 2050 la production d'énergie solaire. Donc, comme le rappelle le REPOS, le développement ne doit cependant pas être effectué au détriment des terres agricoles ou maraîchères, mais doit privilégier l'implantation en toiture, en brise-vue, donc c'est ce qu'on appelle les ombrières de parking, et sur les espaces impropres aux autres usages. Donc, tout ce qui est espace impropre aux autres usages, c'est-à-dire tout ce qui est site industriel, anciennes décharges, ce genre de choses, des sites qui ne peuvent pas être réutilisés à proprement parler, qui doivent être valorisés donc, dans le cadre de développement d'énergie renouvelable. Donc voilà, pour la société EDF Renouvelable. Donc, EDF Renouvelable, anciennement EDF Énergie Nouvelle, pour ceux qui se poseraient la question. En fait, nous sommes la filiale 100% d'EDF en charge du développement des énergies renouvelables en France et à l'étranger. Donc pour le groupe, donc, les cœurs de métier, une entreprise multifilière, mais nos cœurs de métier sont principalement l'éolien et le photovoltaïque. Donc, quand on parle de photovoltaïque, on ne parle pas d'installation en toiture pour EDF Renouvelable, mais de bien l'installation au sol, donc c'est vraiment les centrales au sol. On travaille aussi sur d'autres ENR, notamment des solutions de stockage et tout ça, mais c'est des solutions qui sont plutôt aujourd'hui dédiées au dom-tom, ou aux endroits qui sont déconnectés des réseaux. Notamment, on travaille beaucoup sur ces sujets-là au niveau de la Guyane, où on développe sur des endroits vraiment très, très écartés, très reculés de tout ce qui est réseau et système de communication, sur des systèmes qui permettront d'éviter en fin de compte l'utilisation de générateurs à fuel ou ce genre de choses, et donc sur des panneaux solaires couplés à du stockage pour les ENR. Donc en fait, on est une entreprise on est l'unique acteur, on est un opérateur, ce qu'on appelle un opérateur intégré, c'est-à-dire qu'on est là du début jusqu'à la fin des projets. Donc le début, c'est-à-dire c'est l'étude de potentiel avec la faisabilité et les études qui sont menées pour déposer à l'instruction un permis de construire. Dans le cadre une fois qu'on a obtenu ces permis et qu'on a été lauréat aux appels d'offres dans le cadre des projets photovoltaïques, on est là à la construction, je veux dire, du projet. Et pendant toute la durée de vie, c'est-à-dire pendant toute son exploitation et sa maintenance, nous sommes présents jusqu'au bout. Et après, à la fin de vie du projet, quand ces projets n'ont plus d'utilité ou n'ont plus de pertinence sur le territoire, nous assurons le démantèlement et le recyclage via les filières adaptées de tous ces projets. Pour ce qui est du projet photovoltaïque à proprement parler d'Auterive, donc le projet en lui-même se situe donc sur la commune d'Auterive. C'est un terrain qui est propriété de la commune d'Auterive, un terrain qui fait 6,3 hectares et qui se situe en grande partie sur l'ancienne décharge d'Auterive. Elle est donc dans la zone industrielle du Quila, si je prononce bien. Et donc, Quila. Je savais que j'allais faire une faute. Voilà, donc c'est l'occupation de Jols, c'est une ancienne décharge dont le sous-sol est constitué majoritairement de déchets bruts de type gravat et qui ont été non triés et qui ont été recouverts de terre végétale. L'historique du site en lui-même, donc de la décharge, c'est d'anciens terrains agricoles qui dans les années 70 ont été transformés, qui ont été utilisés pour l'extraction sableuse et qui a vu l'arrivée des premiers dépôts de déchets. Donc je vous passe toute la période, mais entre 75 et 90, avec les différentes créations de Sivom, la reprise par la mairie et tout ça, il y a eu de nouveau des dépôts de déchets plus ou moins inertes, des encombrants, des sures, du déchet vert et tout ça. En 2002 est arrivée la fermeture de la décharge municipale et le réaménagement sommaire qui a été fait à l'époque.
Il y a eu encore quelques apports sauvages, notamment de déchets verts et de bois qui subsistaient. Voilà. En 2009, la gestion de ce site a été reprise par la ville d'Autrive. Et en 2010, donc ça c'était en 2009, donc en 2010, il y a eu un premier plan de réhabilitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces projets-là doivent faire l'objet d'un arrêté de réhabilitation avec un plan qui prévoit la réhabilitation des sites en fonction de leur dangerosité. Donc il y a eu un premier plan de réhabilitation qui avait été effectué par le bureau d'études de la SAFEJ, qui avait été à l'époque commandé par la mairie, et qui, je vous passe en détail l'ensemble du projet, mais qui avait un coût qui était impressionnant, qui était le coût de la réhabilitation du projet était aux alentours d'1 million d'euros à peu près, 1 200 000 euros si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc je pense que malgré les échanges qu'il y a eu avec l'Adréal, il n'y a pas eu d'accord sur le sujet de la réhabilitation. Donc en 2015, la commune d'Autrive a de nouveau fait faire un nouveau plan de réhabilitation auprès d'un autre bureau d'études qui est IDE Environnement. Le même bureau d'études qui aujourd'hui travaille sur le dossier photovoltaïque d'EDF Renouvelable. Donc il y a un deuxième plan de réhabilitation qui a été proposé, qui lui était un peu moins important, parce que le temps avait passé, que les études qui avaient été menées avaient montré qu'il y avait moins de dangerosité sur le site, et qui était quand même un projet de l'ordre de 600 000 euros. Entre ce fait, il y a eu des discussions de nouveau avec l'Adréal. L'Adréal, de ce que j'ai cru comprendre, de ce qu'on a pu comprendre aussi avec M. Vignal, c'est que les... Pardon, je m'aperçois que je ne parle pas très bien dans le micro. C'est que voilà, il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Adréal, sauf que l'Adréal ne voulait pas entendre parler de ce nouveau plan de réhabilitation et était figé sur le plan de réhabilitation de la décharge de la SAFEJ, donc celui qui était à plus d'1 million d'euros. Entre-temps, nous sommes arrivés donc là, c'est plutôt pour l'historique du projet photovoltaïque en soi. Donc, nous sommes arrivés sur ça en 2017. Donc, nous avons rencontré le maire de l'époque et ses services. Et nous avions proposé le développement d'un projet photovoltaïque. Donc, c'est l'étude de faisabilité dans un premier temps sur ce site. Une délibération a été prise en octobre 2017 pour accorder au maire la possibilité de signer une promesse de bail avec le EDF Renouvelable. La promesse de bail, en fait, il faut comprendre que c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse lancer les études environnementales sur le site et investir de l'argent. Ça nous garantit la maîtrise foncière, en fin de compte, du site. Donc, à partir d'octobre 2017, une promesse de bail a été signée avec la mairie et nous avons mandaté le bureau d'études IDE pour le lancement des études environnementales. S'en est suivi en janvier un relevé topographique du site et une première rencontre pour un pré-cadrage avec les services de l'État sur le sujet, du projet photovoltaïque. C'est là que les services de l'État ont soulevé une problématique, c'est qu'il n'y avait pas d'arrêté de réhabilitation qui avait été fait et pas de plan de réhabilitation. Alors, en fait, il y a eu un souci, c'est qu'à l'époque, en février 2018, c'était au moment du changement de mairie. Donc les nouvelles équipes n'étaient pas forcément au courant de tout ce qui avait été fait antérieurement sur le site. Et le souci que nous avons aussi relevé, c'est qu'il y a eu beaucoup de turnover au niveau de l'Adréal. Et donc en fin de compte que les personnes en charge du dossier avaient disparu, il n'y avait pas eu de passation et tout ça. Et donc l'année 2018-2019 a nécessité énormément d'échanges entre les services de la commune d'Autrive, parce que certaines actions avaient été menées par rapport au deuxième plan de réhabilitation qui avait été fait, mais c'est des actions qui n'avaient pas été transmises aux services de l'État. Donc les services de l'État n'en avaient pas forcément connaissance, les protocoles n'étaient pas forcément respectés pour eux. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, et je remercie M. Vignal d'avoir été très présent pour ces échanges-là. Dans le cadre de ces échanges, il a été demandé à la mairie d'effectuer quelques analyses sur les eaux, sur la qualité des eaux, de façon à voir s'il y avait un impact ou non de cette décharge sur l'Ariège. Ces études étant menées, ces analyses étant menées, étant rendues à l'Adréal, les services de l'État nous ont dit, bon, au vu des résultats, je vous propose de nous refaire parvenir un nouveau plan de réhabilitation de cette centrale. Excusez-moi, je me suis perdu. Voilà. Donc, pendant l'année 2019, nous avons. Donc EDF Renouvelable a été sollicité pour aider la commune à établir ce nouveau plan de réhabilitation.
chose que nous avons faite avec les services d'IDE. Ce plan de réhabilitation, une fois finalisé, nous l'avons transmis au service de l'Adréal pour un avis et nous avons rencontré ces services en novembre 2019 pour faire une réunion. Donc, de cette réunion est sorti que le plan leur paraissait possible, néanmoins ils avaient quand même beaucoup de doutes sur certains sujets liés aux déchets, à la perméabilité du site et ainsi de suite. Et il a été demandé donc de faire des études complémentaires, donc des études qui sont un petit peu lourdes sur le sujet. Donc ça c'était en novembre, nous les avons rencontrés. La validation de ce protocole d'études qui a été proposé lors de cette réunion n'a été fait qu'en mars 2020 par les services de l'État. Ils nous ont dit OK sur le compte rendu, OK pour le protocole d'études, allons-y. Donc à partir de là, nous sommes rentrés dans la période du Covid, ce qui a fait que nous avons eu un petit coup d'arrêt sur la possibilité de lancer ce protocole d'études. Et surtout, il y avait un petit... voilà, la commune nous a sollicité en nous disant, pour ces études normalement devraient être menées par la commune, d'Autrive, et ne peuvent pas rentrer dans le cadre de nos... On peut passer à la slide suivante. Non, attendez, je me suis trompé, c'est toujours la slide d'avant. Bon. Voilà, en gros, la commune a sollicité donc, EDF Renouvelable pour prendre en charge le suivi technique de ces dossiers et le côté aussi financier. Le problématique, c'est que ce genre c'est à ce moment-là que nous avons proposé une convention, parce qu'en fin de compte, nous ne pouvons pas, au titre des études de faisabilité que nous menons, prendre à notre charge, comme ça, gratuitement, entre guillemets, les études pour la réhabilitation du site, tout simplement parce que ça pourrait avoir un risque de concussion. C'est un petit peu comme si je payais la réfection du toit de l'église pendant mon projet, et on pourrait y voir une malversation de notre part. Donc il a fallu mettre en place une convention. Donc pourquoi de la convention? Donc, comme je vous le disais, juridiquement, la réhabilitation est à la charge du propriétaire. EDF Renouvelable ne peut pas se substituer dans le cadre des études de ce propriétaire, et donc la mise en place était nécessaire, la mise en place de cette convention était nécessaire. L'objectif, en fin de compte aussi, dans tout cela, c'est au-delà d'obtenir un arrêté de réhabilitation, donc de mener les études complémentaires et d'obtenir un arrêté, c'est de pouvoir travailler avec l'Adréal pour que l'intégration des travaux de réhabilitation soit pris en charge, que l'arrêté prévoit que ces travaux de réhabilitation puissent être faits pendant les travaux de la centrale photovoltaïque, de manière à ce qu'il n'y ait pas un volet de travaux de réhabilitation, plus ensuite un volet de travaux liés au projet photovoltaïque en soi. Pourquoi un avenant à la promesse de bail, en plus de cette convention? Parce qu'en fin de compte, on pourrait simplement faire une convention et ne payer pas plus. Déjà pour éviter le risque de concussion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire à titre gratuit. Donc en fin de compte, il y a l'avenant à la promesse de bail, on prévoit une baisse du loyer qui était émise. Cette baisse de loyer, elle est aussi liée au surcoût qu'engendrent les études et les travaux qui seront à réaliser dans le cadre de la réhabilitation. Elle prend en compte aussi, alors ça c'est un peu une erreur stratégique de notre part à l'époque en 2017. Nous avions des estimations sur les coûts de rachat d'électricité qui étaient plus élevés et donc nous avions proposé un loyer qui était aussi plus élevé à l'époque. Donc voilà, je vous le dis, ça fait partie des choses. Et c'est aussi l'idée c'est d'assurer une pertinence économique au projet dans le cadre des appels d'offres. Pour vous expliquer comment se passe le développement d'un projet photovoltaïque, donc, vous menez vos études, vous déposez un dossier à l'instruction, on part du principe que vous avez votre dossier à l'instruction, vous avez votre permis de construire. À partir du moment où vous avez votre permis de construire, ce n'est pas pour ça que vous pouvez construire le projet. En fait, vous devez postuler à l'appel d'offres de la comité de régulation des énergies, qui tous les 6 mois a une enveloppe de mégawatts à accorder, et donc qui fixe plus ou moins les tarifs. Donc en fait, vous venez proposer votre dossier avec ses forces et ses faiblesses au niveau économique, et vous proposez un tarif d'achat de l'électricité, et en fin de compte, c'est les premiers en fin de compte qui ont les meilleurs tarifs, qui sont pris dans le projet. Je vous passe toutes les parties aussi qui sont plus ou moins liées à la pertinence environnementale ou au bilan carbone. 70% de la note, c'est le tarif. Donc c'est vraiment le tarif qui guide en fin de compte le projet.
Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le projet d'avenant avec la baisse de loyer peut paraître assez drastique, mais elle prend en compte, comme je vous disais, il y a l'effet pour éviter le risque de concussion, mais ça c'est la première des choses. Il y a le coût du tarif du rachat de l'électricité, donc qui est plus faible que ce que l'on pouvait s'y attendre à l'époque. Le surcoût lié aux études complémentaires qu'il faut mener. Donc aujourd'hui, entre le plan de réhabilitation et le surcoût des études, on est sur un volet à peu près à 25 000 € de plus. Et après, il y a le surcoût lié aux travaux de réhabilitation qui seront à mener. Là, on sait qu'il y a 4 volets, dont 2 volets majeurs qui sont le respect d'une pente sur le site de 1% et le reverdissement du site dans un temps très court. Et donc tout ça mis bout à bout, on estime le coût, on a estimé à peu près le coût comme cela, et donc avec la pertinence économique sur ce sujet. Je ne sais pas si je suis très clair. Bon, voilà, au-delà de... Donc ça, c'est... Après, je vous laisserai me poser tout un tas de questions si vous voulez. Quel est le bénéfice pour la commune? Donc, sur un projet photovoltaïque, de manière générale, le projet photovoltaïque, ça va permettre à la commune de se positionner comme un acteur de la transition énergétique. Donc, il y a un effet, bien sûr, d'image, on va dire que vous produisez une partie de l'énergie que vous consommez. Il y a aussi la possibilité de revaloriser un site dégradé, parce qu'en fin de compte, ce site de décharge, au final, vous n'en ferez rien aujourd'hui. Il est en bord de l'Ariège, dans une zone potentiellement inondable. C'est un site où il n'y a que des déchets, donc il n'y aura aucune, à moins d'agrandir la déchetterie peut-être, et encore, ça sera la seule solution que vous pourrez revaloriser. C'est aussi un moyen de clôturer le chapitre de la réhabilitation, qui dure quand même depuis maintenant plus de 10 ans. Ça vous évite aussi, ça évite à la mairie, la commune, d'investir un coût dispendieux sur des travaux de réhabilitation. Et ça permet de générer des nouvelles ressources aussi de revenus pour la commune en termes de loyer et de retombées fiscales. Donc voilà, ça c'est un peu, voilà, c'est pour les bénéfices. Donc, je vous ai fait aussi un petit plan sur les prochaines étapes normalement du projet à partir d'aujourd'hui. Donc là, entre l'année 2020 et pas 2121, mais c'est un peu vieux. Non, excusez-moi. Voilà, donc c'est la rédaction, donc c'est la mise en place des études, la finalisation des études complémentaires, la rédaction d'un portée à connaissance auprès des services de l'État pour définir le projet d'arrêté. Pour nous, on voudrait essayer en même temps, donc en parallèle, de pouvoir finaliser notre dossier et le déposer pour l'instruction, de façon à ce que l'on puisse avoir un permis de construire sur le dossier d'ici à 2022, enfin 2021-2022, de façon à ce qu'on puisse postuler dans le cadre des prochains appels d'offres et donc pouvoir construire au plus vite le projet. Donc ensuite, il y a entre 9 et 12 mois de chantier, entre 20 et 30 ans d'exploitation. Aujourd'hui, on est fixé sur 20 ans qui correspond au tarif d'achat d'électricité, mais on se laisse toujours la possibilité de poursuivre l'exploitation des sites derrière quand on trouve des acteurs pour racheter cette électricité à ce moment-là. Donc c'est le cas sur plusieurs de nos projets. Aujourd'hui, on a des industriels qui rachètent en fin de compte la production électrique d'énergie renouvelable dans le cadre de contrats et donc qui nous permettent d'exploiter pendant 5 ans, 10 ans de plus les projets quand c'est possible, mécaniquement parlant, je veux dire, quand les projets sont toujours viables. Et en fait, après, au bout de l'exploitation, donc soit on a un démantèlement total du site et on retire le projet, soit on remet en place des nouveaux panneaux et on refait une poursuite de l'exploitation de ce dernier. Voilà, donc le projet aujourd'hui, alors je vous ai refait un dernier petit insight plus sur la visibilité, donc c'est un avant-projet non définitif. Aujourd'hui, on a encore des contraintes qui sont liées au réseau d'eau usée qui passe sur le site. Donc sur les 6 hectares qui étaient prévus, aujourd'hui nous avons la zone exploitable est d'environ 4 hectares, donc elle proposera donc, à peu près un projet de 4 MW crête. Donc ce qui représente sur la commune d'Autrive, c'est 4,9 GWh par an de production électrique, soit environ à peu près un peu plus de 2000 habitants, l'équivalent de la consommation de 2000 habitants
en équivalent avec le chauffage et tout ça. Donc c'est le projet voilà, sur les 6 hectares de départ. En fait, vous voyez ce que vous voyez en rouge, tout côté, ce sont les zones d'exclusion qui sont issues des différentes études environnementales, réglementaires liées aussi au PPRI, et principalement réglementaire au niveau du PPRI et principalement aussi environnemental, parce qu'en fait ça concerne toute la partie répicile de l'Ariège, donc le bord de l'Ariège, le chemin qui passe à ce bord-là, et qui lui ne sera pas touché. La centrale va être vraiment placée sur l'ancien massif, sur le massif de déchets tel qu'il est. Et voilà, c'était à peu près tout pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pascal, tu veux rajouter quelque chose? Franchement, la présentation est, pour moi, assez claire, intéressante. Cathy veut ajouter quelque chose. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, donc en fait, si ce projet ne se faisait pas, il faudrait quand même entreprendre la réhabilitation du site. Donc le plan de réhabilitation, quoi qu'il en soit, il faudrait le conduire et le mener. Et s'il n'y avait pas ce type de projet, c'est en fait la commune qui prendrait directement à sa charge en tant que propriétaire. Voilà, en tant que propriétaire du site et exploitant du site, oui, la réhabilitation incombe au propriétaire du site. Du coup, moi j'ai une question sur parce que vous aviez évalué donc, le prix de rachat de l'électricité à un certain niveau, du coup qui est revu à la baisse. J'aimerais comprendre le mécanisme en fait, pourquoi le prix de rachat est plutôt à une baisse tendancielle alors qu'on paye de plus en plus cher l'électricité. Au départ, le prix de rachat il était compté avec un espace réhabilité avant, si tu veux. Qui était plus grand, tu veux dire. Dans la réhabilitation, il est prise en charge par EDF Énergie Renouvelable. C'est ça qui explique un peu, et puis ensuite il a expliqué qu'il y avait peut-être une baisse de tarifs aussi. Et oui, c'est ça. Voilà. Comme je vous l'expliquais, comme vous dites, la baisse de tarifs, oui, aujourd'hui elle est plutôt suivie, on comprend bien le mécanisme. Quand nous sommes arrivés en 2017 sur le projet, c'était le lancement des premiers appels d'offres, et en fin de compte, je vous avoue, c'est les faux pas des premiers appels d'offres, où dans les tout premiers appels d'offres, nous n'avons pas été lauréats. Voilà, c'est les premiers appels d'offres qu'on s'est ramassés, on va dire. C'est filmé, c'est dommage. Mais on a appris de nos erreurs, on a beaucoup appris de nos erreurs, et aujourd'hui, on sait être pertinent maintenant on est lauréat à chacun des appels d'offres. Les projets qui sont proposés sont dans 90% des cas lauréats. On a très peu de projets qui restent sur le carreau. Alors, un projet qui reste sur le carreau, il reste sur le carreau sur un appel d'offres. C'est-à-dire qu'on remouline, nous, en interne aussi, au niveau des coûts de construction et tout ça, voir là où on peut essayer de gratter un petit peu, pour ensuite redéposer à l'appel d'offres, au prochain appel d'offres, le projet. Néanmoins, la plupart du temps, aujourd'hui, je vous dis, sur plus de 90% des cas, dès qu'on postule à l'appel d'offres, on est sûr de nous, sur la valeur à laquelle on valorise le projet, de façon à obtenir un tarif d'achat. C'est le tarif d'achat qui conditionne après la construction du projet. Donc forcément, plus vous avez si vous avez des coûts annexes qui sont plus importants, donc qui impactent le plus votre projet, plus les coûts annexes impactent votre projet en termes de construction, en termes de base, des contraintes au niveau de la réhabilitation, des contraintes au niveau de l'environnement des fois. Sur certains projets, vous pouvez avoir des contraintes environnementales liées à des mesures à mettre en place et tout ça. Plus évidemment, trouver la rentabilité d'un projet, ça devient compliqué. Du coup, en fait, vous êtes en concurrence avec d'autres boîtes privées, par exemple, sur les différents appels d'offres. Alors, on est en concurrence avec tous les développeurs de projets photovoltaïques. C'est-à-dire que tous les gens, même si un particulier se mettait à développer un projet photovoltaïque, ça se voit, on a des particuliers qui ont des terrains et qui mandatent des bureaux d'études et tout ça. On est en concurrence avec eux à partir du moment où on est à l'appel d'offres. Y a-t-il d'autres questions, M. Galli? Oui. Juste une question. Moi, indépendamment du fait que les chambres d'agriculture soient favorables, alors qu'elles sont très fragiles sur les fermes photovoltaïques ou autres, les chambres d'agriculture, là, bon,
donne des avis favorables sur les anciennes décharges notamment, hein, ce que l'on peut comprendre. Donc le projet effectivement il est très intéressant pour la commune, ça on ne peut que s'en féliciter. Par contre, moi j'ai une question un peu à titre personnel et d'information, c'est l'origine des plaques et ensuite, une fois qu'elles n'ont plus leur utilité, qu'est-ce que vous en faites? C'est sur le plan écologie, de façon générale, les panneaux photovoltaïques. Alors les panneaux photovoltaïques, leur provenance, alors aujourd'hui, elles sont majoritairement d'Asie. Hein. Je ne vais pas dire qu'il y a des petits producteurs français, mais aujourd'hui, la plupart des panneaux viennent d'Asie. Pour des simples raisons de coût, c'est-à-dire qu'on a, même en Europe, de toute façon, c'est pas que la France, c'est l'Europe en général, en termes de construction et de fabrication, on n'arrive pas à être concurrent sur les prix. Donc, et comme je vous le disais, c'est dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation des énergies, la note est principalement basée à 70% sur le coût de l'électricité que vous proposez. Il n'est pas sur la pertinence environnementale, sur la provenance des panneaux. Il y a des parties sur le bilan carbone, ce genre de choses, mais ce n'est pas la majorité. Si 70% de la note était liée à la provenance des panneaux, il serait plus facile d'acheter des panneaux français parce que vous seriez plus pertinent pour obtenir une meilleure note. Voilà. Pour ce qui est du recyclage, les panneaux solaires sont recyclés à 99,9% par des filières qui ont été mises en place déjà depuis 2008. C'est la filière PV-cycle. Et notamment en France, il y a des usines qui s'occupent du recyclage complet. Les panneaux photovoltaïques tels qu'on les utilise, c'est plutôt du cristallin, donc c'est principalement du verre et les métaux qui sont à l'intérieur qui permettent de créer la partie électrique. Donc tout ça est recyclé à 99%. Les structures sont des structures métalliques, donc c'est pareil, le métal est complètement recyclé. Et les fondations en elles-mêmes, donc là par exemple sur un site comme Autrive, qui est un site de décharge, on ne met pas de pieux battus, on va mettre ce qu'on appelle des longrines ou des gabions, donc le principe du gabion avec des cailloux. La longrine, c'est une semelle en béton qui est mise, donc et là pareil, tout ça est retiré et ensuite revalorisé dans les filières adaptées. Les câbles aussi, dans le cadre du démantèlement, tout ce qui est câble enfoui, parce que tous les câbles électriques sont enfouis, tout ça, sont retirés et sont recyclés de la même manière. La durée de vie des panneaux, vous avez dit? Alors la durée de vie d'un panneau, c'est environ 25 ans. Voilà, 25 à 30 ans, ça dépend des panneaux. Aujourd'hui, on a des gaps technologiques qui se font d'année en année. C'est-à-dire que les puissances, pour une même surface installée, on a des puissances qui sont beaucoup plus importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 2008-2010, à la grande période où il y avait du photovoltaïque un peu partout, il fallait compter 1,5 hectare pour 1 mégawatt de production. Aujourd'hui, on est à 1 pour 1, à peu près. C'est 4 hectares, 4 mégawatts. Là où avant, voilà, comme je vous disais, il fallait... Donc on a quand même toujours des gaps, et quasiment tous les 6 mois ou tous les 8 mois, on a des nouveaux panneaux solaires qui sont plus performants. Maintenant, vous avez des bifaces qui permettent de récupérer encore aussi une partie de la réverbération sur les sols. On a vraiment tout un tas de panneaux. Il y a beaucoup d'innovations technologiques sur le photovoltaïque encore aujourd'hui. Après, vous avez parlé de démanteler, rien n'empêcherait de les remplacer. Ah non, rien n'empêcherait. C'est-à-dire que la pertinence, je voudrais que, voilà, au bout de 25 ans, ou à la fin de vie des panneaux, 25 ans, c'est la durée de vie basique, sachant que les panneaux peuvent être encore utilisés pendant un nombre d'années, mais avec une baisse de leur production. Mais s'il y avait des nouveaux appels d'offres, ce genre de choses, faire une réhabilitation complète du site, rechanger tous les panneaux pour remettre de nouveaux panneaux, ça serait quelque chose d'envisageable. Et du coup, en fait, pourquoi, au bout d'une certaine durée, en fait, EDF ne rachèterait plus l'électricité, c'est ça? Alors en fait, aujourd'hui, dans le cadre des projets, comme je vous disais, on a un tarif d'achat qui est assuré pendant un nombre d'années. Donc ces tarifs d'achat ont été mis en place aussi dans le cadre de pousser ces énergies et de pousser ces installations à se développer. Donc elle assure un taux de rentabilité pendant une vingtaine d'années, donc une certitude sur le rachat d'électricité qui permet de faire les investissements. Et voilà. Aujourd'hui, on a de plus en plus, avec les appels d'offres, c'est une façon qui a été mise en place de façon à ce que le prix de rachat d'électricité soit le plus bas possible et le plus proche des marchés électriques. Et aujourd'hui, on est à plus grand chose
du marché de l'énergie. Par rapport au nucléaire, on va dire. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas. Le nucléaire est encore trop au marché, c'est ça. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur le Camus, on vous remercie de votre intervention. Si jamais vous aviez des questions, Monsieur Vignal a mes coordonnées, hein, donc par mail ou par téléphone. Donc n'hésitez pas, quel que soit le sujet. Vous pouvez Je vais récupérer. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre le conseil. Pascal, tu peux présenter la délibération, non? Oui. On n'a pas eu comme ça. Donc comme vient de bien l'expliquer M. Le Camus, il s'agit de délibérer en vue de proposer un avenant à la promesse de bail d'origine de manière à ce que EDF Renouvelables puisse effectuer les travaux d'études et le porter à connaissance auprès de la DREAL en vue d'avoir un arrêté de réhabilitation de ce site. Des questions Donc ce qu'il y a, c'est ce qui est entre guillemets qui change donc par rapport à ce qu'il y avait avant. 2300 € par hectare utilisé par an. C'est là-dessus qu'on doit voter. Y a-t-il des questions encore là-dessus ou c'est bon? Alors on passe au vote. René, j'avais demandé l'annexe 1, le compte rendu de... Oui, mais Jérôme ne l'a pas. L'annexe, je peux la transmettre à qui le souhaite. C'est le compte-rendu de la réunion conjointe avec l'ADREAL, EDF Renouvelable, IDE, nos services et des élus. Elle était à l'état de brouillon, mais elle est disponible pour... je peux la transmettre, je ne sais pas si je la transmets au service pour que éventuellement les élus puissent la consulter. D'accord. Voilà, oui. On passe au vote alors. Qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? Merci. Alors le point suivant, donc, désignation de personnalités qualifiées compétentes pour la maison de retraite Marius Prudhomme. Donc il faut qu'on désigne deux personnes pour participer au conseil d'administration. En fait, on vous propose donc les mêmes personnes qui étaient donc déjà qui étaient là depuis 2014, Madame Monique Alba et Madame Marie-Claude Soulier. Y a-t-il des remarques, des questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On doit désigner un membre pour l'Assemblée spéciale et un représentant permanent aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société SPL AREC Occitanie. Alors, donc, en fait, nous sommes membres de cette SPL, mais à travers le pays du Sud-Toulousain. Tu veux préciser, Pascal? Oui, j'avais précisé dans une délibération précédente que nous avions une action du pays Sud-Toulousain nous a été prêtée de manière à intégrer la SPL AREC qui nous offre un appui, un accompagnement technique sur la rénovation énergétique des bâtiments, mairie, esprit des gens et sur l'élaboration, excusez-moi, c'est pas très bon, l'élaboration d'un premier plan de pas. Voilà. Donc c'est à ce titre que nous sommes maintenant sociétaires de cette SPL AREC et cette délibération vise à désigner un ou une représentante de la commune à cette assemblée spéciale. Alors pourquoi assemblée spéciale? Parce que nous avons une voix, enfin une action, et cette action ne nous permet pas d'être dans le conseil d'administration, mais dans une première assemblée qu'on appelle assemblée spéciale, qui désignera elle-même
un délégué ou une déléguée au conseil d'administration. Vous voyez, il y a plusieurs échelons, donc nous avons à nommer une personne à cet effet. Donc on propose Pascal Tatiboué pour nous représenter donc, à cette assemblée spéciale de la société AREC Occitanie. Sachant qu'ensuite on doit l'autoriser éventuellement à accepter toute fonction qui pourrait être confiée et par l'Assemblée spéciale, et après, si encore il a cette fonction qui est attribuée par l'Assemblée spéciale, il pourrait avoir aussi une fonction dans l'Assemblée générale et éventuellement représenter la collectivité au sein des assemblées générales d'actionnaires, etc. Jusqu'au 6e donc, pour l'instant, on fait que le premier est désigné donc, pour assurer la représentation de la collectivité au sein de l'Assemblée spéciale. Y a-t-il d'autres candidats? Alors, pour la candidature de Pascal Tatiboué, donc qui est pour? Merci. Pascal, à toi de bien nous représenter. J'essaierai. Je te fais confiance. Régularisation d'une facture de 2012 et d'une taxe d'habitation de 2017. En fait, on nous a demandé de payer, enfin la trésorerie a trouvé des dettes que nous avions. Une qui datait de 2012 pour un élève inscrit dans la commune de Clermont-le-Fort. Et donc il fallait payer donc, 750 €, ça n'avait jamais été payé. Et donc maintenant, on ne peut pas le payer, bien sûr que ça date de 2012, sans passer par le conseil municipal. Ensuite, la d'habitation du logement situé au 2B rue d'Espagne. Alors ça c'est un peu particulier parce que c'était un logement de gendarme. Le 2B c'est l'ancienne gendarmerie. C'était un logement de gendarme. Nous avions 6 logements de gendarmes sur place et en fait il y en avait un qui était insalubre, qui était vacant. Et donc en fait cette taxe, ayant reçu ça, on a écrit à la trésorerie pour dire qu'on n'avait pas à payer ce genre de choses, mais enfin ils nous ont dit attention, ce logement, donc vous avez un logement qui était vacant depuis plus de 2 ans, et donc vous devez payer la taxe pour les logements vacants. Et c'est donc cette taxe que nous devons payer de 349 €, auquel se rajoute donc 10% de majoration. Et donc on a payé 384 € parce que donc, le logement était vacant. Et je vous assure qu'on ne peut plus discuter. On l'a déjà fait pas mal. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallet? Justement, 340 €, donc on ne va pas trop s'étendre, mais effectivement, pour la taxe sur les logements vacants, dès lors qu'on peut prouver que le logement est insalubre à l'administration fiscale et non pas au trésor, et que les travaux sont de telle nature que, ma foi, ils remettent en cause un peu l'économie générale du logement, on est exonéré de taxes de logement. C'est juste ça m'étonnerait qu'on vous exonère aussi simplement. Je suffit d'appeler les centres des impôts de Muvry. Non, rappeler, ça suffira pas. Voilà, je l'ai fait à titre personnel. Il aurait fallu surtout le déclarer en fait au moment où effectivement on était redevable de cette taxe. Voilà, c'est aujourd'hui aussi la notion de délai qu'il faut prendre en compte. Donc ça fait partie des logements qui seront réhabilités donc ensuite par Solia quand tout pourra commencer. Y a-t-il d'autres questions? Alors on passe au vote. Vous voulez qu'on sépare les deux factures? On vote pour les deux. Alors, donc qui est contre le paiement de ces 2 factures? Qui s'abstient? Merci. Alors, point suivant, c'est le nouveau travail de l'espace coworking. Monique, je te donne la parole. Je vais essayer de parler correctement. Le jour des je manque de voix. Bon, donc, on avait décidé d'augmenter les tarifs de l'espace coworking du fait de nouveaux
espaces qui ont été aménagés, donc, puisque nous avons 3 nouveaux bureaux et une salle de réunion supplémentaire. Et ensuite, la mise en place d'un portier électronique sur les portes qui permet effectivement aux personnes avec une carte de pouvoir entrer et sortir. Bon, ce dernier point a été un petit peu retardé par le Covid. Il n'est pas mis en place, et de ce fait-là, donc, bien qu'on vous demande de voter ces nouveaux tarifs, je vous demanderai aussi de bien vouloir maintenir les anciens tarifs pour les personnes qui sont actuellement sur l'espace coworking, parce que, bon, comme toute entreprise, même si elles sont petites, elles ont subi les problématiques du confinement et du Covid, et malgré tout, elles ont conservé donc, leurs abonnements, et elles ont essayé de se maintenir sur l'espace. Donc, à ce titre, je vous demande de bien vouloir maintenir l'ancien tarif jusqu'à la fin de